Merci beaucoup Mathieu de t'être rendu disponible ici. Donc, comme je vous le disais, Mathieu est un expert de l'incubateur HEC depuis maintenant 6 ans. Il est plébiscité parmi nos entrepreneurs et donc ensemble, nous avons décidé qu'il serait super de faire un webinaire ouvert à tous sur lequel on va pouvoir parler de l'optimisation de la part de financement non dilutif. La levée, c'est bien, le non dilutif, c'est pas mal aussi. Donc Mathieu, the floor is yours. Yes. Donc, merci beaucoup, Oriane, et à l'incubateur HEC de proposer justement d'animer ce webinaire. J'y présenterai justement toute cette part de financement non dilutif. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, le financement non dilutif ou bas de bilan? Quels sont les moyens de financer une jeune entreprise de sa création après aux différentes phases de développement? Et il y a des possibilités de financement en fait assez divers que j'essaierai de présenter. Donc surtout, comme le disait Oriane, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. On essaiera d'y répondre. Voilà, l'objectif, c'est de répondre à vos interrogations, à vos questions et que vous partiez avec des éléments d'information sur, en tout cas, les réponses à vos interrogations. Peut-être pour me présenter rapidement, moi, ça fait 20 ans que j'œuvre sur le secteur de l'accompagnement d'entreprises innovantes et sur ces problématiques de financement, notamment non dilutives. Donc, j'ai travaillé dans le public, chez des financeurs, puis dans le privé, dans des sociétés de conseil en accompagnement. Et j'ai eu l'opportunité de créer ma propre structure il y a 7 ans. Et donc, depuis 6 ans, je suis expert mentor auprès de l'incubateur. Et donc, j'ai accompagné de nombreuses entreprises incubées par l'incubateur HEC. J'interviens également dans d'autres accélérateurs incubateurs en France, pour le compétitivité, en tout cas des structures, des écosystèmes d'innovation. Mais en parallèle de ça, je suis également cofondateur de 2 startups innovantes sur une base dans le digital, en tout cas dans le SaaS. Et donc, au-delà d'être un rôle de conseil, je suis aussi dans l'autre côté avec ma facette entrepreneur et problématique de financement d'entreprise. Donc, les parcours que je vais vous donner sont à la fois issus de mon expérience en tant que conseil, mais également en tant qu'entrepreneur d'entreprises technologiques et innovantes. Donc, rapidement, notre entreprise, je l'ai créée il y a 7 ans. On est implanté à Paris, bien sûr, avec des bureaux à Station F depuis 2017, depuis l'ouverture de Station F. On a ouvert depuis des bureaux dans le Grand Ouest à Nantes, avec une équipe de 6 personnes là-bas, et plus récemment, un bureau à Nice. Et donc, on accompagne nos clients sur des sujets qu'on abordera aujourd'hui, hein, puisqu'il y a différentes sources de financement au niveau européen, au niveau national, au niveau des territoires, donc des collectivités, pour financer des projets de R&D, d'innovation, pour financer des projets d'investissement industriel, par exemple, de chaînes de foncier également, ou des projets de développement international. Et donc, après, il y a pléthore de dispositifs publics, parapublics, d'agences de financement qui peuvent répondre à toutes ces problématiques. Et on peut s'y perdre, c'est une vraie jungle. Et au-delà de ça, je ne parle pas non plus d'autres types d'aides qui existent, hein, de crowdfunding, de prêts bancaires sur le non dilutif. Donc, je passe rapidement là-dessus, hein, et on accompagne bien sûr nos clients sur des tas de montage de dossiers parmi les plus complexes. C'est quelques exemples hein, de concours plutôt européens sur des projets très technologiques. L'idée maintenant, c'est de présenter l'objet et le sujet du meeting d'aujourd'hui. Et en base d'introduction, je voudrais d'abord présenter sur une source d'une étude qui a été réalisée par un cabinet de conseil que les causes d'échec d'une entreprise, les deux causes majeures, c'est la première, bien sûr, qu'il n'y a pas de besoin de marché, donc on ne trouve pas client au produit, à l'idée ou au service qu'on développe. Et la deuxième cause d'échec, c'est le cash, donc la trésorerie, donc le financement de l'entreprise, qui est un enjeu stratégique. Et ça, cet enjeu stratégique, c'est à différents stades de croissance de votre entreprise. Donc, il est extrêmement important d'avoir bien en tête et de bien appréhender cette problématique-là quand on est entrepreneur. Avant de rentrer sur des exemples assez concrets hein, qui peuvent répondre à vos questions, étant donné que les participants à ce type de webinaire vont avoir des niveaux d'information ou de connaissances assez variés, j'ai toujours l'habitude de présenter des fondamentaux sur les typologies de financement d'une entreprise. On entend souvent
le financement haut de bilan ou le financement dilutif ou l'equity, ben ça, c'est des éléments. Le financement de haut de bilan, en fait, c'est des éléments fondamentaux et qui permettent d'asseoir la stratégie de croissance d'une entreprise parce que ce sont les ressources d'une entreprise. On y trouve dans le haut de bilan le capital, les primes d'émission, tout ce qui est lié à des levées de fonds, notamment. Et sur ce schéma-là, on voit en bas, hein, j'ai essayé de schématiser les différentes étapes de croissance d'une entreprise, de l'incubation, amorçage, aux séries A, série B, donc différentes phases de croissance et de développement d'entreprise. Et on y trouve des moyens de financement que vous devez connaître, pas forcément tous, mais qui sont soit de la love money ou family office aux étapes de démarrage d'entreprise, des business angels pour du pré-seed ou du seed, et puis après des fonds d'amorçage et du fonds de capital risque. Ce sont ces structures-là qui finalement vont vous donner de l'argent en contrepartie d'actions d'entreprise. Et ça finance, c'est ce qu'on appelle le haut de bilan. Donc, c'est considéré comme les ressources de l'entreprise. Le haut de bilan est un élément très important et fondamental de votre entreprise. Mais au-delà de ce haut de bilan, d'autres ressources peuvent être recherchées, et c'est ce qu'on appelle le financement bas de bilan ou financement non dilutif. Alors, il y a bien sûr tout ce qui est lié aux endettements, des prêts, mais il y a aussi les subventions. On va le voir. Alors d'abord, sur les prêts, la première ligne sont les prêts bancaires. Bien sûr, les banques sont des partenaires des entrepreneurs, des entreprises, et ce, à différents stades de croissance de votre projet, de votre entreprise. Ils vont être capables de vous accompagner suivant, bien sûr, leurs critères d'engagement, leur lecture, leur grille de lecture, mais ce sont des vrais partenaires de l'entrepreneur et qui vont intervenir depuis quelques années ensuite, en plus, sont assez sensibles et savent financer des entreprises innovantes, financer de l'immatériel. Voilà, certaines banques ont l'habitude de financer des entreprises en stade finalement d'amorçage. Les prêts d'honneur, je reviendrai sur une slide après sur l'explication de qu'est-ce qu'un prêt d'honneur. Différentes structures, réseaux, associations peuvent permettre d'octroyer des prêts d'honneur qui vont apporter des ressources financières. Et bien sûr, au-delà de ça, il y a des financements plutôt génériques comme des aides au développement de l'innovation, des prêts d'amorçage qu'on va retrouver chez BPI France principalement, mais aussi dans des régions. Ensuite, toujours en financement non dilutif, il y a des aides plutôt subventions ou des aides fiscales qui vont permettre de récupérer de l'argent ou d'éviter d'en débourser si c'est imputé sur de l'impôt. On entend souvent parler du statut jeune entreprise innovante, crédit impôt recherche, crédit impôt innovation. Ça, c'est un régime particulier, je l'aborderai en fin de présentation. Il y a aussi les aides spécifiques qui ont une approche souvent thématique, les concours. Concours iNov, concours iLab, appel à projets européens. Alors, ces appels concours sont très souvent orientés deep tech, mais pas que. On trouve par exemple des aides de l'ADEME ou des appels à projets de l'ADEME qui peuvent financer de nouveaux types de services, notamment dans l'économie circulaire. Et puis des bourses French Tech, le grand classique, on va dire, des entreprises assez jeunes et incubées. Voilà. Et après, les aides sectorielles, comme j'expliquais, gérées par des agences comme l'ADEME, BPI France, qui fait du générique, mais aussi du sectoriel. Donc voilà, cette introduction a pour but de vous présenter ce qu'on appelle le dilutif et le non dilutif d'une manière générale. Bien sûr, il faut que vous ayez en tête des fondamentaux à tous ces éléments-là. C'est d'abord les fonds propres. Voilà. Les fonds propres d'une entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est les ressources. Donc, on va les trouver dans le passif d'un bilan comptable. C'est en fait ces ressources d'une entreprise. Ça montre la solvabilité de votre entreprise. Souvent, on parle de 1 euro d'aide pour 1 euro de fonds propres. Mais quels sont vos fonds propres? Quels sont vos quasi-fonds propres? C'est un élément fondamental. Il faut vraiment l'avoir en tête parce que pour aller optimiser votre plan de financement, je donnerai des exemples concrets après. La partie fonds propres est à vraiment anticiper. Et elle est constituée de quoi? Du capital de départ que vous mettez, donc l'apport en capital par les fondateurs ou par des levées de fonds. Ou bien sûr, si vous faites du bénéfice, c'est
c'est des mises en réserve, de reports à nouveau, de bénéfices réalisés par l'entreprise. Ou bien sûr, il existe des quasi-fonds propres que vous pouvez apporter par du compte courant. En tant qu'associé, vous apportez en compte courant à titre personnel. Donc, c'est une dette qu'a l'entreprise vis-à-vis des associés. Ces quasi-fonds propres, je donnerai dans le détail, peuvent être soit à titre personnel, soit par des prêts d'honneur. L'apport en compte courant par du quasi-fonds propre, il va être limité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça ne va pas fonctionner pour des aides significatives par exemple, au-dessus de 100 000, 200 000 euros. Le quasi-fonds propre par du compte courant, ça ne fonctionne plus. Là, les banques ou BPI France ou autres structures de financement vont plutôt regarder les fonds propres, donc à savoir capital, prime d'émission, vous voyez dans le tableau. Et ces fonds propres, il faut être très vigilant sur sa consommation, notamment dans les premières années. Parce que on dit souvent, on ne prête qu'aux riches, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que les fonds propres, quasi-fonds propres, c'est une photographie à l'instant T de vos ressources. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand on a des moyens, qu'il faut aller rechercher les autres financements non dilutifs et aller discuter avec vos banques en fonction, bien sûr, de vos besoins. Bien sûr, on finance des besoins de projets, des besoins de l'entreprise. Et des aides pour BPI France, fait de l'innovation. Ça, c'est un point important parce que ces fonds propres peuvent être consommés, bien sûr, au fur et à mesure de l'année. Et quand on arrive 6 mois après, les fonds propres, ils diminuent. Et donc, vous pourrez aller chercher moins après. Donc, c'est très important de bien aussi planifier cette stratégie financière. Ça, c'est un élément déterminant. Donc là, les fonds propres, un des éléments fondamentaux. Un autre qui est parfois sous-estimé par certains entrepreneurs, c'est le plan de trésorerie. Ça, c'est un élément extrêmement important que vous demanderont BPI France, que vous demandera une banque dans le business plan financier, c'est de prévoir un plan de trésorerie et qui est même demandé mensuellement sur certaines aides, des plans de trésorerie de 24 mois et mensuels. Donc ça, c'est un point important qui n'est pas souvent regardé ou estimé ou en tout cas travaillé, mais en revanche qui est très important parce qu'il y a des décaissements, certains saisonniers, d'autres mensuels, et ça permet de bien asseoir en fait ressources et besoins. Comme on le disait tout à l'heure, on va chercher du capital, des levées de fonds, on va chercher de l'endettement, on va chercher des aides publiques, des subventions, mais tout ça pour répondre à un besoin de dépenses lié à une stratégie de développement d'entreprise. Bon, tout ça, c'est lié, mais on reste toujours autour de ça, de ce vecteur stratégique d'entreprise et donc des dépenses afférentes à cela. Donc, si je résume, quand on candidate pour une aide, le plan de trésorerie qu'on montre, on inclut l'aide dedans. Oui, tout à fait. On va montrer, c'est ce que je mets, par exemple sur certaines aides, notamment subventions régionales ou des aides BPI, ils veulent voir quelle est l'incitativité de l'aide. On est sur des aides publiques d'avoir un impact sur le territoire en termes d'emploi, en termes de valeur apportée et d'incitativité. En quoi cette aide publique va vous aider en tant qu'entreprise pour votre plan de développement, pour votre projet, pour votre stratégie de développement. Et donc, le plan de trésorerie ou le compte de résultat, votre business plan financier doit présenter en fait les ressources, le capital, le compte courant, les prêts bancaires, les aides publiques, les aides fiscales, qui vont permettre finalement de financer des dépenses d'exploitation. Ces dépenses d'exploitation, c'est des prestations, sous-traitance, des salaires, des frais autres juridiques, des frais de marketing, de gros hacking, de voyage, etc. Tous les frais d'exploitation nécessaires au développement de l'entreprise. Et bien sûr, d'autres éléments de point de vigilance, mais l'entreprise, bien sûr, doit être immatriculée en France. L'entreprise française va demander une aide française. Et il y a un point d'attention, c'est le statut entreprise en difficulté. Ça, c'est après, bien sûr, la clôture d'un premier bilan, mais ça arrive parfois, j'en rencontre. C'est si les fonds propres sont inférieurs à la moitié du capital social, c'est un point technique, mais l'entreprise est alors considérée comme entreprise en difficulté. Et alors là, il y a une petite lumière rouge qui alerte des financeurs, comme les financeurs publics, mais aussi les banques, sur le fait que vous êtes entreprise en difficulté et que donc, vous ne pourrez pas obtenir de financement
si vous avez ce statut-là. Donc, c'est un point aussi, il faut faire attention. Il faut l'anticiper avant la clôture de son exercice fiscal en échangeant avec votre expert comptable. Voilà. Maintenant, passons aux choses plus concrètes en présentant des exemples, justement, après ces éléments théoriques, mais essentiels. Le premier, c'est dire, mais je suis dans ma première année d'activité, j'ai créé mon entreprise, j'ai mis un peu de capital. Quel est mon plan de financement pour ma première année, mais sans avoir un apport personnel significatif? Parce que voilà, je n'ai pas les moyens d'y mettre des dizaines de milliers d'euros dans mon entreprise. Or, j'ai un besoin de dépenses. Donc, c'est un schéma assez classique de beaucoup d'entreprises que j'accompagne ou que je rencontre par les audits diagnostiques ou mentoring que je fais, et aussi le schéma que j'ai suivi sur les entreprises que j'ai créées en direct, que j'ai co-créées, c'est des aides financières qu'on peut activer de manière concomitante. Je parle de non dilutif, mais après, on verra les critères. Par les fonds propres, c'en est un. Le prêt d'honneur, je vais le présenter la slide d'après. Le prêt bancaire, avec bien sûr des banques qui peuvent suivre et qui savent suivre depuis quelques années les entreprises innovantes. Avant, les banques étaient plutôt, on va dire, on avait l'image de la banque qui allait financer les entreprises industrielles, qui allait financer de l'achat de matériel. Je caricature un petit peu, mais depuis quelques années, les banques se sont mises vraiment au soutien des entreprises innovantes, à financer de l'immatériel, du recrutement et des phases de développement commercial d'entreprises innovantes. Et elles savent le faire. En revanche, effectivement, elles ont leurs critères. La banque étant un partenaire, il faut aussi travailler avec elle, ouvrir des comptes, et être actif auprès d'eux. Les aides publiques, on va le voir, j'en ai parlé, il y a différents guichets, il ne faut pas se perdre là-dedans. Et bien sûr, le prêt d'honneur. Le prêt d'honneur est un point important à avoir en tête au moment de la création. C'est quoi un prêt d'honneur? C'est souvent un prêt qui est prêté principalement en France par les associations comme Initiative France, par le réseau Entreprendre, mais il existe aussi Wilco en Ile-de-France qui est assez connu. Il existe aussi des réseaux d'alumni de grandes écoles, certaines écoles. Mais en gros, les enjeux, ça permet aux créateurs d'obtenir des prêts à taux zéro, à titre personnel, sans caution ni garantie, qui sont remboursables sur 4 ou 5 ans. Et en fait, le fonctionnement, c'est que ce prêt est octroyé, bien sûr, suivant instruction d'un dossier, d'un business plan, etc., par ces structures-là, et vont prêter au fondateur ou au cofondateur une somme à titre personnel. Et le fondateur a l'obligation de l'injecter en compte courant dans l'entreprise. Et cette injection, le compte courant d'entreprise, c'est du quasi-fonds propre. Donc, vous créez du quasi-fonds propre, ce qui vous permet d'aller, avec ça, justement, voilà, dans le slide d'après, chercher d'autres aides et donc faire ces fameux effets de levier au financement qu'on peut obtenir, comme je le disais, le triptyque, par exemple prêt d'honneur, prêt bancaire et aide BPI France sur un projet innovant. J'ai donné après, certains de ces réseaux n'auront pas forcément les mêmes grilles de lecture sur le niveau de maturité du projet, sur le fait est-ce que vous êtes un fondateur seul ou plusieurs cofondateurs, sur le domaine thématique, technologique, etc. Voilà. Donc, il faut creuser ces sujets-là et identifier le bon interlocuteur ou la bonne structure qui va pouvoir vous accompagner. Mais au-delà du prêt d'honneur octroyé par ces structures font aussi un accompagnement. Il y a des mentors, des parrains qui sont d'autres entrepreneurs, donc des pairs, qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner dans les problèmes que vous avez. Être chef d'entreprise, être entrepreneur, c'est aussi être seul, souvent, dans ses choix, dans ses décisions, dans ses interrogations. Donc là, on parle de stratégie financière, mais pas que ça. Et donc, dans ces structures-là, vous allez pouvoir bénéficier de cet accompagnement, ce qui est quand même très important. Oui. Oui, désolée, j'ai une question. Je t'en prie. J'ai une question en fait sur toutes ces aides-là qu'on présente. En fait, on a Pierre qui est étudiant et qui dit qu'en fait, il n'est pas considéré à 100% sur son projet et du coup, il ne peut pas débloquer ses aides. Est-ce qu'il y a des possibilités pour contourner cela En fait, en tant qu'étudiant, effectivement, alors c'est une particularité. Il existe des aides. Alors, je connais moins parce que c'est vrai Je que suppose j'interviens. que ça peut être, pardon, je suppose que ça peut être valable aussi quand il y a quelqu'un qui en fait est à mi-temps sur un job.
parce qu'il a besoin de payer son Ah loyer, oui, oui. etc., et qu'il En lance un fait, projet, il est peut-être dans la même situation. Comment ça se passe? la question être à mi-temps, c'est possible, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir du revenu d'un côté et, et, et de lancer sa propre entreprise. Ça peut être effectivement un frein à certains financements, puisque certains financeurs vont souhaiter voir des fondateurs engagés à 100% ou à 150%. Donc, effectivement, le problème du niveau d'engagement ou de capacité d'engagement. Après, en tant qu'étudiant, en termes de financement, il existe d'autres opportunités. Il y a alors, je connais un peu moins cette partie-là, mais il y a notamment le réseau Pépite qui permet de financer, il me semble, des étudiants entrepreneurs. Donc, il faut regarder peut-être sur ces points-là si ce n'est pas des moyens de financer ce type on va dire, pour la personne qui a posé la question. Ok, super, merci. Mais Et ça peut toi, être un frein, clairement, de ne pas être engagé à 100% sur un projet, puisque développer un projet, c'est beaucoup de temps, donc ça veut dire de l'investissement en temps. super. J'ai plein de questions, j'en prends juste une seule Oui, bien sûr. avant qu'on aille à la suite. Tout le monde pose des questions, c'est trop bien. Quelqu'un me demande si Wilco finance plus que Réseau Entreprendre et Initiative France Alors, au chiffre-là. j'ai pas les stats, les statistiques Ok, en tête. ça Non, pas marche. du tout. Ça, il faut creuser les sujets en fonction de votre projet. Votre niveau de D'accord. maturité, est-ce que vous avez un POC? Est-ce que vous avez déjà un peu de traction de marché ou une étude de marché? Quelle est l'équipe que vous avez? Et là, il faut regarder après ceux qui seront susceptibles de vous accompagner plus facilement. En tout cas, voilà, à un instant ou à un niveau de maturité. Ok, super. Et juste rapidement sur le prêt d'honneur, il ne faut pas souscrire à un prêt bancaire en plus? Justement, je vais y venir. Ah ouais, Quand je super. parlais de la slide d'avant, de manière concomitante, c'est que tout ça, faut le faire en même temps. On crée du quasi-fonds propre par le prêt d'honneur, par le capital d'entreprise. Derrière, avec ces quasi-fonds propres, on peut aller voir les banques, on peut aller voir BPI sur un financement à Ah, l'innovation. super. Mais en fait, ce triptyque, il est important parce que chacune de ces structures va analyser le projet d'entreprise, va analyser le business plan, le plan de trésorerie, etc. Et donc, finalement, quand on fait tout ça à peu près en parallèle, chaque structure se dit, bah oui, mais l'autre structure a aussi analysé ce dossier. Donc, quelque part, des experts de chaque structure analysent. Donc, on minimise le risque finalement en se disant, bah, tiens, on fait tout ça en même temps. Et ces structures-là minimisent le risque en se disant, bah, tout le monde y va, donc bah, c'est plus sécure. Super, merci. Alors à Paris, il y a moins cette logique de réseau parce que c'est plus gros, mais en province, dans certaines grandes villes, hein, je prends l'exemple de Nantes, euh, les structures type réseau initiative, BPI France et les chargés d'affaires dédiés à l'innovation des banques, ils parlent tous ensemble, vraiment. Et ils échangent. Et donc, ce sont des partenaires ensemble qui échangent sur, tiens, j'ai telle entreprise, est-ce que tu l'as vue? Oui, elle est accompagnée par telle structure. Ah ben, je vais peut-être l'accompagner, etc., peut-être la financer. Et ils discutent et ils échangent comme ça. Il faut vraiment avoir ça en tête. Ok, ouais, c'est bon à savoir. Merci. Il y a d'autres Euh, questions, on les posera après, je pense. ouais, ok. Et donc, ça, on l'a vu, le prêt d'honneur va apporter du quasi-fonds propre. Et avec ces quasi-fonds propres, on peut aller voir ça ou ces banques. Et bien sûr, chez les banques, il faut essayer d'identifier le chargé d'affaires plutôt entreprise, mais surtout innovation, qui comprendra mieux, parce qu'il est formé à cela, les enjeux d'une entreprise innovante. Et il y a les aides publiques. Il y a beaucoup d'opportunités dans les aides publiques, en France, en Europe. Ça représente des milliards d'euros. Alors déjà, bien sûr, crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, on entend beaucoup parler. Ça, c'est un élément très important, mais pas que. Il y a les aides directes chez BPI France ou des aides génériques qui financent des projets d'innovation, mais aussi des prêts. J'en parlerai un peu plus tard, avec des exemples concrets. Donc, une bonne stratégie de financement, c'est bien orchestré de manière intelligente des fonds privés, le haut de bilan, le dilutif, avec aide publique, prêt bancaire, prêt d'honneur. Voilà. On minimise, en optimisant cette partie non dilutive, on minimise le risque de dilution, la dilution de vos parts, de votre capital par des fonds d'investissement. On réduit le risque financier, puisqu'il y a plusieurs structures, comme j'expliquais tout à l'heure, qui financent, et puis on optimise son plan de financement, toujours par rapport à un besoin. Et puis, finalement, on est considéré comme un bon gestionnaire, c'est-à-dire qu'on optimise son plan de financement.
il y a certaines structures qui visent levée de fonds, levée de fonds, levée de fonds, mais en fait, la levée de fonds, c'est aussi des parts de capital qui partent. Alors, c'est très important le haut de bilan. Mais derrière, il faut aussi penser le non dilutif pour optimiser tout ça. Et les fonds d'investissement attendent des entrepreneurs qu'ils identifient les bons guichets et les bons financements non dilutifs. Mais après, les aides publiques, il y a pas mal de problèmes qu'on peut rencontrer, hein. Il y a beaucoup d'aides. Alors, comment on s'y retrouve? Certains dispositifs sont quand même assez complexes, notamment quand on va aller chercher, alors pas la création, mais après, il y a beaucoup de sources d'informations différentes. Il y a des grilles de lecture ou d'analyse ou d'expertise sur les dossiers qui sont faits, notamment sur des concours qui peuvent être assez variés. Et puis, il y a un temps de montage pour tous ces dossiers qui peut être long et c'est complexe. Donc, les enjeux aussi sur la partie aide publique, c'est le bon dossier, c'est d'avoir le bon dossier dans son contenu, dans le fond comme dans la forme, et au bon interlocuteur. Ça, c'est un point très important sur cette partie publique. Alors, maintenant, je propose de présenter un exemple sur 4 slides, des exemples concrets sur une typologie d'entreprise, sur sa première année de création. Sur cet exemple-là, je prends des exemples concrets de clients et notamment d'une entreprise parce que c'est une des entreprises que j'ai créées il y a 3 ans, co-créée. Capital de départ, 20 000 euros dans une activité de développement logiciel SaaS en B2B avec 2 associés. Voilà. Ben, en fait, 20 000 euros de capital, ça ne suffit pas à optimiser son plan de financement à l'année. Donc, qu'est-ce qu'il était possible de faire? Du prêt d'honneur auprès d'une des structures que j'ai citées, sur 2 associés, la possibilité d'avoir 2 fois 20 000 euros. Alors, parfois, c'est 12 000, parfois, c'est 15, parfois, j'ai vu du 30 000. C'est assez aléatoire et ça dépend du projet. Donc, je ne pourrais pas donner une réponse précise sur tiens, combien je peux obtenir. Ça dépend vraiment du projet, des budgets à un instant T dans l'année aussi de ces structures, parce qu'ils ont des budgets annuels, des engagements. J'ai une Donc, ce question à prêt, ce sujet. comment? Pardon, je voulais pas. Enfin, j'ai juste Vas-y. une question à ce sujet. On me pose souvent la question, est-ce qu'il vaut mieux du coup être en début d'année, parce qu'en début d'année, ils ont beaucoup de budget, qu'en fin d'année, parce qu'en fin d'année, ils n'ont plus de budget? En général, oui, hein, vous mettez au premier semestre, notamment chez BPI France, dans les régions, sur les subventions. En fait, toutes ces structures-là ont des engagements budgétaires annuels. Et surtout à Paris, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, surtout sur BPI, il est préférable d'être au premier semestre. Voilà. Les budgets sont moins consommés. Donc, ces prêts d'honneur vont apporter en quasi-fonds propres 40 000 sur cet exemple. Eh bien, en parallèle de ça, sur ce projet, on peut aller voir les banques, 1 ou 2 banques. Hein. Ça dépend. Certaines banques vont dire bah non, mais moi, je peux prêter 30 000 seul, donc pas besoin d'avoir 2 banques. Ou parfois, dans certaines régions, certaines banques vont se dire bah non, je ne préfère pas m'engager en tant que banque, en tant que seule banque. Je préfère qu'on soit 2 banques. Je vois souvent ça, notamment à Nantes, là. Ça va être plutôt 2 fois 15 ou 2 fois 20 000. Cet exemple-là, 2 fois 15 000. Et à côté de ça, donc ça, ce prêt d'honneur, on finance l'entrepreneur pour un projet d'entreprise qui réinjecte en compte courant. La banque finance un projet d'entreprise, mais bien sûr sur des besoins d'exploitation. Et la bourse French Tech, on entend beaucoup parler, chez BPI France, on peut obtenir 30 000 euros de subvention. Cette bourse French Tech va financer plutôt un projet d'innovation. On présente 60-70 000 de budget de développement, soit des salaires, soit des prestataires, pour développer une première version, une POC, un premier proto de projet, de produit, de process, de procédés, de services, etc. Et là, vous pouvez avoir 30 000 euros de subvention. Mais là, c'est vraiment une dépense qui est vraiment fléchée sur des typologies de dépenses. Mais ce qu'il faut voir, c'est que sur cet exemple-là, finalement, hors capital de départ, on peut avoir 100 000 euros de financement sans avoir dilué par une levée en Love Money, Family Office, son entreprise dès le démarrage. Ça permet quoi? Ça permet finalement de développer ce premier POC,
de faire des premiers tests marché, de prouver un peu de traction de marché dès le départ, dès la première année. On voit bien que là, toutes ces structures d'accompagnement d'un point de vue financier, les banques, BPI et les réseaux associatifs pour les prêts d'honneur jouent bien le jeu de l'entrepreneur pour l'aider à passer ces premières phases de création d'entreprise. OK. Et on peut atteindre, pour certaines entreprises, on voit 80 000, d'autres c'est 110, 120, c'est assez variable. Mais grosso modo, ce package, il faut retenir, qu'on peut atteignable, il est le suivant. OK, super. Maintenant, l'étape d'après, souvent, une levée de fonds, business angel, cet exemple-là, je prends 350 000 euros. Bon, ça veut dire que on a passé la première étape précédente, cette fameuse traction de marché qui permet plus facilement d'aller chercher des BA. Qu'est-ce qu'on va avoir en face de ça? Une possibilité d'aller chercher un prêt d'amorçage chez BPI France, par exemple. C'est du prêt adossé à la levée de fonds, avant la levée ou après la levée. Prêt amorçage investissement. Bon, le prêt amorçage investissement, en général, il est plutôt sur la levée de fonds d'après. Et une aide à l'innovation qui peut financer, encore une fois, la suite du Bourse French Tech. Bourse French Tech pour faire un premier proto, un premier produit. L'aide à l'innovation pour financer la suite des développements d'innovation, de R&D de votre projet. C'est de l'avance récupérable, hein, on n'est pas sur de la sub. Mais grosso modo, on est sur cet exemple-là, une capacité de financement de plus de 600 000 euros, avec une levée de 350. Donc, on voit bien toujours avoir cette logique d'effet de levier quand on fait une levée de fonds, qui est un élément fondamental, hein, avoir des fonds propres. Et là, sur cet exemple-là, je n'ai pas présenté, mais il est possible aussi de retourner voir sa propre banque en disant, voilà, j'ai fait une levée de fonds, BPI France m'accompagne, j'ai besoin, bien sûr, toujours lié à un besoin, j'ai besoin encore d'un prêt. Alors, bien sûr, attention, il faut toujours avoir conscience dans une logique stratégie financière du niveau d'endettement. On fait attention à ça. Et toutes ces structures-là vont regarder les niveaux d'endettement d'entreprise. Mais ce sont des schémas assez classiques que je vous présente et des exemples très concrets d'entreprises que je vois quotidiennement ou qu'on rencontre quotidiennement chez Synergie. Donc, toujours cet effet de levier sur cet exemple-là. La slide d'après, j'ai résumé sur les 2 premières colonnes finalement un peu ce qu'on a vu. On constitue sur la phase de création d'entreprise première année, la phase de première levée en pré-seed et puis après levée de fonds type série A. La première, c'est le haut de bilan, première ligne. Finalement, on constitue les fonds propres au départ, ce qu'il faut retenir, par le capital de départ, par de la love money éventuellement, par du prêt d'honneur et du quasi-fonds propre, comme on l'a vu, du compte courant d'associé. C'est le prêt d'honneur. Avec ça, on peut aller chercher une Bourse French Tech, on peut aller chercher des prêts bancaires. Deuxième étape, une levée de fonds business angel, 350 000 euros. On peut aller chercher de l'aide au développement d'innovation, du prêt, on peut chercher éventuellement des banques aussi. Et bien sûr, l'étape souvent d'après, type levée de fonds de 2 millions d'euros. Alors là, l'effet de levier peut être encore plus significatif. Alors, pas en proportion de pourcentage, mais plutôt en montant. Avec une levée de fonds de 2 millions, on peut aller retourner voir BPI France en disant, voilà, j'ai fait une levée de fonds de 2 millions, je souhaite être accompagné type prêt d'amorçage investissement. C'est un prêt qui vient s'adosser à une levée de fonds, qui est plafonné à 500 000 et à 50% du montant de la levée, plus une aide à l'innovation, je présentais ça tout à l'heure, hein, la même chose que l'aide ici. Alors bien sûr, toutes ces aides à l'innovation, on ne les accumule pas tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Hein. BPI ne va pas ouvrir des lignes, idem pour les banques, hein, ouvrir des prêts comme ça ou des aides à l'innovation, je parlais de niveau d'endettement, tout le temps. Il y a bien sûr une logique, on va dire, de niveau d'endettement et puis de stratégie financière de l'entreprise. Donc un BP, un plan de trésorerie, parce qu'il y a aussi des remboursements à avoir en tête. Certains, c'est des remboursements immédiats, d'autres sont des remboursements différés. Les aides BPI dont je parle, ce qui est important à avoir en tête, c'est que ça ne pèse pas en endettement immédiatement sur l'entreprise. Vous avez l'argent immédiatement, donc c'est un effet de trésorerie et donc un moyen de dépenser sur des dépenses importantes nécessaires tout de suite. Mais le remboursement, il est différé de 3 ans sur certaines aides et avec un remboursement sur 5 ans.
Donc, on voit bien que l'effet n'est pas immédiat, en tout cas en termes d'impact trésorerie sur la boîte, sur la société. Donc, c'est ça aussi l'intérêt de ce type d'accompagnement, d'aide de la part de BPI France. Mais il existe aussi d'autres aides. Au bout d'un moment, quand on a fait des levées de fonds significatifs, c'est à la fois pour financer la roadmap de développement de produits, mais aussi pour développer du développement commercial, marketing, que ce soit au niveau national, mais aussi international. Et quand on va à l'international, vont s'ouvrir des possibilités d'obtenir des financements de type assurance prospection export, des aides régionales, comme je pense à l'Île-de-France, il y a les aides de type PME en subvention qui vont financer le recrutement de personnes clés, qui vont financer la participation à des salons. Et bien sûr, il y a toujours la banque. Comme j'expliquais, la banque sera toujours votre partenaire à différents stades de votre entreprise. Donc, échangez avec eux. Il faut leur tenir informé de votre avancement, d'où vous en êtes, etc. Échangez avec eux. C'est très important. Et bien sûr, avoir les aides fiscales, c'est justement pas une parenthèse, mais un élément important. Je vais le présenter sur les 2 slides suivantes. C'est à partir du moment où vous commencez à avoir des dépenses, parce que parfois la première année, au début, on n'a pas beaucoup de dépenses, eh bien, vous pouvez activer ces régimes fiscaux, jeunes entreprises innovantes et crédit impôt recherche, parce que c'est des éléments fondamentaux aussi de l'entreprise sur lesquels vous serez attendu en tant qu'entrepreneur et qui vont être complémentaires en fait du reste. Je vais l'expliquer juste après, l'impact d'un point de vue financier. Un exemple très concret de ce que ça peut représenter. On prend l'exemple 2 salariés dans l'entreprise. Le fondateur, exemple CTO, sur un salaire à 50 000 euros brut par an, et un développeur back-end, 45 000 euros brut par an. Voilà. Alors, votre coût, pour vous présenter, je suis désolé, je rentre dans le détail des chiffres, mais c'est pour vous montrer le gain que ça peut représenter. Le coût pour l'entreprise, il est donc dans le cadre du crédit impôt de ce régime fiscal. Il y a des règles de calcul, bien sûr. Je prends les 50 000 du fondateur, je rajoute des frais de fonctionnement. Alors maintenant, c'est 43%. J'aurais dû changer, mais ce n'est pas grave. C'est à 3% près. Je rajoute des frais de fonctionnement de 45. Ah non, ça, c'est pas, pardon. C'est pas les frais de fonctionnement, c'est les charges patronales, puisque c'est 50 000 euros brut. Donc, je rajoute 45% de charges patronales pour les deux. Donc, en gros, j'ai un coût finalement pour l'entreprise de 137 000. JEI, jeune entreprise innovante, c'est un statut suivant certains critères. Ce n'est pas l'objet de rentrer dans le détail aujourd'hui de comment fonctionne et quels sont tous les critères du JEI, mais ce qu'il faut retenir du JEI, c'est que jeune entreprise innovante vous permet, si vous répondez à des critères administratifs de typologie d'entreprise et scientifiques et techniques sur les projets d'innovation que vous menez, ça vous permet de bénéficier d'une exonération partielle des charges patronales. Alors, c'est fait à la louche, mais entre 40-45% de charges patronales, qui est le taux classique, ce régime JEI vous permet de finalement n'avoir que 15% de charges patronales. Grosso modo, entre 14, 16, 17%. Ça dépend en fait de chaque entreprise. Okay. On voit bien que l'effet, il est immédiat de bénéficier de ce régime JEI, puisque vous passez de coût réel annuel 137 000 à 109 000. Donc, le gain de 28 K par an, rien que sur 2 personnes. Et bien sûr, en tant que fondateur, à 6 000 salariés, on a le droit de bénéficier de ce JEI sur soi-même. Au-delà de ça, le JEI permet aussi de bénéficier du crédit impôt recherche. Les deux sont liés parce que sont des critères scientifiques et techniques qui sont les mêmes pour le régime JEI et pour le CIR. Alors, le régime CIR, c'est que on prend donc ces fameuses dépenses à 109 000. Là, ici, j'ai pris l'exemple qui participent à 75% de leur temps en développement de produits et non 100%. J'applique des frais de fonctionnement, c'est un forfait, 46 000. Donc, on voit bien que mes dépenses de R&D, dans le sens du calcul crédit impôt, je prends mes fameux 109 000, plus mes frais de fonctionnement, j'applique 75% de temps de R&D, ça fait 156 000 euros. Sur ces 156 000 euros, je peux bénéficier d'un crédit d'impôt de 30%, soit 46 000. On voit bien que la somme des deux, c'est 28 plus 46. Donc, les deux peuvent se faire ensemble. C'est assez significatif par rapport au coût réel sans ces deux aides de 137 000 euros. Donc voilà, je voulais insister en donnant cet exemple-là pour que vous ayez bien en tête
du gain financier que peut représenter ces deux aides-là. Et alors, ce qu'il faut retenir, parce que je ne connais pas le niveau de maturité de chacun d'entre vous présents, c'est que pour activer le JEI, on voit bien que le JEI, son impact, il est sur une exonération des charges patronales. C'est qu'il faut s'y pencher sur ce sujet quand vous avez un premier profil tech à venir ou en cours. Voilà. Okay. Ça, c'est et quand vous avez une roadmap de R&D claire, une manière de faire un JEI, c'est de présenter un dossier qui s'appelle un rescrit, qui présente une roadmap de votre projet, mais de manière assez précise, assez technique, pour demander l'éligibilité de votre projet à l'administration. Quelque part, vous demandez un accord préalable. Ça, c'est important parce que finalement, si vous avez cet accord, vous pouvez revenir en arrière, c'est rétroactif, pour appliquer l'exonération des charges patronales. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'urgence à l'appliquer. Néanmoins, d'un point de vue financier, quand vous avez une première personne salariée ou si c'est vous-même en tant qu'entrepreneur, posez-vous la question et sécurisez-le par un rescrit. Et la sécurisation par le rescrit, elle a un impact, c'est que finalement, vous n'avez plus cette épée de Damoclès d'un potentiel contrôle fiscal à venir ou contrôle URSSAF sur votre éligibilité à ce dispositif. Et quand il y a aussi les due diligence lors de levée de fonds, de montrer que vous êtes JEI, c'est un point important, mais de montrer en plus que vous l'avez sécurisé par un rescrit, ça vient se dire, tiens, ce sujet-là, finalement, n'est pas ou n'est plus vraiment un point complexe ou une problématique potentielle. C'est sécurisé. Et sur la partie crédit d'impôt recherche, là, vu qu'on est sur un dispositif fiscal, il ne s'applique qu'au regard des dépenses de l'année précédente, après une clôture d'exercice fiscal. C'est-à-dire que là, nous, les clients qu'on accompagne sur les crédits d'impôt, on regarde les dépenses qui ont été faites de l'année dernière, en 2021. Et le crédit impôt, il est imputé sur la liasse qui est déposée en ce moment. Voilà. Mais néanmoins, la somme des deux est importante. Okay. Et la somme des deux peut se cumuler avec toutes les aides que j'ai évoquées, les BPI France, etc. Bien sûr, tout ce qui est prêt bancaire, aide à l'export, etc., n'a aucun impact sur le crédit d'impôt. Seules les aides à l'innovation, type concours, qui sont des aides spécifiques, concours iNov, on entend pas mal parler, iLab, mais pas que, ou des aides BPI France, type aide à l'innovation, ou Bourse French Tech, sont des aides qui sont dédiées à l'innovation. Donc, quelque part, elles ont un point commun, un périmètre commun avec les crédits d'impôt. Néanmoins, aucune de ces aides-là finance à 100% votre projet. Le principe, c'est qu'il n'y a pas de financement à 100%. En revanche, sur cet exemple-là, on voit bien qu'on peut cumuler les aides. Sur cet exemple, j'ai un projet de 100 000 euros. BPI France m'aide à hauteur de 45 000. Mais si je fais BPI France seul, sinon, si je fais du crédit impôt seul, j'ai 30 000 euros. Alors, c'est simplifié parce que les frais de fonctionnement, etc., je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en fait, on peut quand même cumuler. Pourquoi? Parce que si je prends mon coût projet, moins les 45 000 de BPI France, ça veut dire qu'il me reste quand même 55 000 à ma charge. Et c'est sur ces 55 000 que je vais pouvoir appliquer un crédit impôt recherche. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà. C'est sur la partie non financée par mes aides régionales, par mes aides de BPI, par mes aides de l'Europe ou par mes aides de l'ADEME sur la partie innovation. Sur ma partie autofinancée, je peux appliquer un crédit impôt recherche. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, le cumul d'aides est possible. Super. Et c'est cumuler ces aides-là qui optimise finalement le financement non dilutif. Au-delà, bien sûr, du prêt bancaire sur d'autres choses. Merci, c'est super complet. Ça fait vraiment plaisir. J'ai plein de vas-y, ouais. Là, j'étais vraiment dans le détail, donc ouais, je préfère répondre aux questions plutôt que de continuer. Après, j'ai des choses un peu génériques. Oui, donc en fait, alors d'abord, j'ai une question de clarification sur les chiffres, si tu peux revenir sur la slide chiffres. Alexandre me demande 100K plus 46,9 fois 75% égale 117 et non 156. Pourquoi ne considère-t-on pas les 75% SVP? Merci, peut-être que j'ai manqué un élément. Alors, je n'ai pas tout à fait compris la question, mais on pourra… Alors, juste une petite question. 109 plus 46, 75, 117 et pas 156. Ah. Ça n'arrive pas au même… c'est une… C'est une question… C'est sûrement une coquille. Il faudrait que je corrige. Ah. Mais désolé.
Donc, non, au moins comme ça, on Ouais, est les on est sûr 156, de parler de la même chose. effectivement, je viens de le voir. Il faudrait que j'enlève les 75%. Sur cet exemple-là, finalement, les 46 000 de 30 de crédit impôt. Merci Alexandre, parce que c'est une coquille que je devrais enlever sur mes prochaines présentations. Ça veut dire que l'exemple, en termes d'un point de vue financier, 46K, c'est si vous valorisez à 100% les personnes en R&D et non à 75%. Voilà. D'accord. OK. Et donc, si je fais le x 0,75, c'est parce que le personnel, je le mets à 75% du temps en R&D. Voilà, donc ça fait 117, et effectivement, à 117, j'applique le régime 30%, ça veut dire 35 000 au lieu des 45. Ça reste quand même significatif, 35 plus 28 au lieu de 46 plus 28. OK. J'ai toute une autre série de questions sur lorsqu'on va s'adresser à la BPI. Alors, Oui, j'ai une première question, c'est alors, quelqu'un s'interrogeait sur le fait que c'était pas rédhibitoire de pas être à 100. En revanche, on demande souvent la constitution d'une équipe et enfin, quelle est ton impression par rapport à ça? alors, est-ce que tu peux répéter la question? Alors la C'est pas. question précisément, c'était: «Ce n'est pas rédhibitoire de Ah, ne pas l'équipe être est à importante. 100. La Ouais, ok. constitution d'une équipe est importante», point Hmm. d'interrogation. Ouais, en fait, c'est effectivement un regard pour une levée de fonds, c'est extrêmement important. L'équipe, c'est une chose qui sera regardée. C'est pareil pour les financeurs, même non dilutifs, veulent avoir confiance en l'entrepreneur et à son équipe. Donc, c'est des points qui sont aussi regardés. Quand on présente un dossier, souvent la question est posée dans le business plan, qui est à la tête du projet, quelle est leur expérience, quelles sont quelles sont leurs compétences ou la compétence du porteur. Donc, c'est des points qu'il ne faut pas sous-estimer, clairement. OK, super. On Quel est disait, on Oui. est sur, pardon, juste pour finir, on est sur aussi des banques comme certaines ZBPI, c'est du prêt, c'est de l'endettement. Donc, et eux, ils ont des logiques aussi de ne pas prendre trop de risques. Ces financeurs publics ou banques ne sont pas des capitaux risqueurs, hein. Donc, ils ont aussi des grilles de lecture sur le projet d'entreprise. D'accord, mais du coup, Donc, comment on fait l'équipe est aussi un élément important. et du coup, comment on fait lorsqu'on est solo founder? Et en fait, je vais un petit peu répondre à la question. Lorsque vous êtes solo founder, entourez-vous de mentors, pertinents pour votre business. Ça peut être une bonne alternative, qui Ouais. peut réduire le Moi, j'ai risque. des Quel est solo ton founders, j'en ai qui vont réussir à suivre le parcours de financement que je présentais tout à l'heure, hein, qui est celui-ci, hein, sur la première année, hein. Mais, ils se heurtent quand même à des remarques sur ce sujet. Donc, les financeurs veulent avoir confiance en vous. Donc, à vous, solo founder, effectivement, c'est plus difficile, mais à vous de montrer en quoi finalement, vous pouvez, on peut avoir confiance en vous, en fait. La question, elle n'est pas si simple que ça. Elle ne peut pas avoir une réponse précise à cette question-là. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, ça pourrait être, l'objet d'un webinaire en entier d'ailleurs. Alors on dit souvent, alors là, j'ai quelqu'un qui est basé à Champs-sur-Marne dans le 77 et en fait, est-ce qu'il y a des communes en Île-de-France où domicilier l'entreprise, il vaut mieux, Ouais. Alors, on a souvent ouais, cette question sur la tout à domiciliation, fait. banlieue Notamment, Paris, Paris-Province. voilà, notamment pour les aides BPI France. Paris, province, etc. Ce qu'il faut savoir avant tout, effectivement, être en province, dans une région où il y a moins d'activités, entre guillemets, c'est plus simple d'avoir accès à BPI France, clairement. Mais attention quand même, euh, BPI France est un acteur régional. Chaque région BPI a son propre budget et a ses propres, évidemment, pas stratégie, mais politique de financement. Bien sûr, il y a une politique nationale, mais après, les directions régionales de BPI sont souvent en lien avec les régions. Ce que je veux dire par là, c'est que BPI France, comme les régions, ne vont pas financer un établissement secondaire où en fait il n'y a personne, il n'y aura jamais d'emploi, etc., juste parce qu'on souhaite avoir accès à un financement plus facile qu'à Paris. Voilà. Donc ça va répondre à la question, c'est que derrière, la domiciliation d'une entreprise, alors quand c'est en région parisienne, c'est plus simple parce que finalement, on crée l'entreprise, on est encore en télétravail, on est à Paris, on peut être mobile. Mais grosso modo, se dire, quand je suis à Paris, tiens, j'immatricule ma société, par exemple, à Bordeaux ou à Lyon,
pour que je puisse avoir un accès plus facilement, ou peut-être pas à Lyon, c'est pas un bon exemple parce que c'est aussi une grosse métropole, mais au Clermont ou Reims, etc. Vous pouvez être confronté à une difficulté ou à une barrière de se dire, bah oui, mais finalement, vous êtes parisien, vous êtes implanté là, ou vous avez immatriculé là uniquement pour des soucis de facilité d'accès, mais nous, on veut financer des entreprises qui s'engagent à créer de l'emploi ici, dans leur Exactement. développement. Et donc, il y a ça qui est comme limite, mais ce qui est logique derrière. Hein. Ouais. Là-dessus, pour le coup, moi, j'ai même, dans mon expérience personnelle, parce que du coup, avant de travailler à l'incubateur HEC, j'étais très active et je suis toujours advisor dans une entreprise que j'ai cofondée, où justement, en fait, nous avons cherché et nous cherchons encore des aides en région. Et en fait, ils nous demandent, et c'est tout à fait normal, de s'implanter en région et de créer de l'emploi en région. Ouais. C'est pas juste J'ai- se domicilier, c'est développer son activité là-bas. Tout à fait. J'ai un très bon exemple sur une des sociétés que j'ai co-créée il y a 3 ans. On l'a créée à Rennes. À Rennes, on a une bourse French Tech. C'était l'établissement principal. On avait un établissement secondaire parce qu'on avait une équipe à Bordeaux. Et Bordeaux aimait bien le sujet parce que c'était de la tech, mais en même temps dans le développement durable. Et en fait, Bordeaux, finalement, la région a dit, mais nous, on a des aides régionales pour les startups. Et c'est vrai qu'ils en ont beaucoup en Nouvelle-Aquitaine. En revanche, votre siège social qui est aujourd'hui en Bretagne, vous le ramenez ici et vous créez de l'emploi. Alors, l'emploi, on savait qu'il allait en avoir, donc on a juste changé le siège social parce qu'effectivement, entre guillemets, on était dragué par cette région qui a vraiment donné pas mal d'argent par rapport à d'autres régions et en subvention sur des startups. Voilà. Super. Et il y a beaucoup d'autres questions. Il reste 3 minutes, donc je vais poser une question qui est plutôt générale. Après, il y a des questions particulières. Si jamais Mathieu, tu as le temps, on pourra peut-être les voir après-midi. Mais tout d'abord, avant que les personnes qui ont pris des rendez-vous derrière nous quittent, Hassan nous demande si tu as des conseils à partager pour réussir son premier entretien d'affaires avec le chargé d'affaires innovation de la BPI pour une demande de bourse French Tech. Oui, alors très bien. Je vais passer à un de mes slides justement sur. Il faut avoir en tête, il faut comprendre vos interlocuteurs. BPI France, comme les banques, ne vont pas avoir la même lecture d'un business plan qu'un fonds d'investissement. Et certains fonds, les fonds n'ont pas les mêmes stratégies de financement. Voilà. BPI France accompagne une entreprise innovante et ça finance des projets d'innovation. Bourse French Tech, on finance un projet d'innovation, pas un projet global d'entreprise. Ça ne finance pas du market, ça ne finance pas du commerce, ça finance un projet d'innovation. Et donc, il y a des éléments fondamentaux et communs sur tous ces sujets. Et après, je vais répondre à la question. C'est le stade de maturité dans le développement de la solution. Où tu en es, c'est plus qui a posé la question. Quel marché tu vises? Quel est ton niveau de fonds propres ou de quasi-fonds propres? Et caractère innovant. Et en fait, structurer un projet d'innovation, par exemple pour une bourse French Tech, c'est bien d'avoir en tête quand on va voir son chargé d'affaires, c'est bien sûr les fondamentaux que j'ai expliqués, hein, fonds propres, trésorerie, et après, au-delà de ça, projet d'entreprise et projet d'innovation. Quel est votre roadmap de développement de produits? Quels sont les jalons? Quels objectifs tu te fixes dans les 6 prochains mois? Et quels sont les ressources nécessaires? Est-ce que j'ai des salaires, des contrats pro, de la presta, souvent des freelances dans le digital? Quel budget ça va représenter et pour faire quoi? Et qu'est-ce qu'on souhaite faire financer? Toujours, que souhaite-t-on faire financer? Donc, pour aller voir son chargé d'affaires BPI, il faut essayer de se résumer sur un one-pager ou 2 pages, mes objectifs d'un point de vue stratégie d'entreprise, mes objectifs techniques d'un point de vue de développement de projet, le caractère innovant de mon projet et quels sont les moyens pour y arriver. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais. J'ai une autre dernière question avant midi. Quand je postule à une aide BFT, BPI par exemple, Bourse à French quel Tech, moment ouais. je dois avoir mon ratio 1-1 de fonds propres? Au moment où Alors, je postule ou au moment où mon dossier est traité, sachant qu'il y a souvent un gros délai entre les deux, si j'ai besoin ouais. d'actionner mes dépenses entre-temps? Alors, c'est une bonne question et c'est pas si simple que ça parce que si, par exemple on est dans une délégation régionale où il y a beaucoup de demandes, il est possible qu'à un moment dans l'année, il fasse aussi une présélection en disant bah non, les niveaux de fonds propres sont pas encore là, revenez me voir plus tard. Mais rien n'empêche d'anticiper quand vous avez une visibilité sur des fonds propres à venir de manière relativement certaine, vous pouvez commencer à démarrer. Si en revanche, vous y allez avec 1 euro, ouais, on va dire 1 000 € de capital, mais très peu d'avancée sur vos capacités à générer des fonds propres ou quasi-fonds propres, bah, c'est trop tôt. Ok.
J'ai une question en fait, qui va sûrement t'intéresser parce que je sais que en fait, chez Synergie, c'est la stratégie innovation et vous parlez beaucoup en fait, des projets innovants. Oui. Comme on l'a vu au début, on a des entreprises qui sont parfois dans la mode ou des communications qui n'existent pas encore sur le marché. Comment est-ce qu'on fait pour être considéré innovant, même quand on n'est pas dans la tech, l'innovation, la science, l'IT? Ouais, bah, c'est vrai que quand on n'est pas aujourd'hui, l'État, par ses programmes d'investissement d'avenir, France 2030, finance beaucoup de projets deep tech, concours à Innov, quelques références que je présentais, de Synergie, on a accompagné pas mal de sociétés sur ces sujets-là. Lorsqu'on est plus sur l'innovation de serviciel, il y a moins de guichets, clairement. Il y a moins de guichets, mais en revanche, il en existe quand même. Le caractère innovant peut être dans le service rendu, dans le sourcing de produits. Et quand on est plutôt sur, si on parle d'exemple de mode durable, il faut essayer de démontrer quelles sont les problématiques à soulever. Et peut-être qu'au niveau de l'ADEME, je sais qu'il y a des appels à projets dans les problématiques des fashion, pas fashion tech, parce qu'on n'est pas dans la tech, mais de mode durable. Mais ça fait que si on a une activité commune de commerce, là, il y a moins de guichets de financement, en tout cas public. Ok, Donc, super. démontrer le caractère innovant peut être dans le sourcing, peut être dans le modèle économique, peut être. Et là, il faut creuser un peu plus dans cette jungle de financement public. Voilà, j'en parlais de cette jungle. C'est vrai qu'en 1 heure, je me suis focalisé sur les classiques, financement plutôt générique de BPI. En fonction des projets, il y a des deep tech, il y a des concours qui sont hyper intéressants financièrement. Mais au-delà de ça, il faut essayer de creuser sur certains sujets. Il peut y avoir des bourses, des shares aussi, ou des concours proposés par d'autres types de structures, hein, des pôles de compétitivité ou autres, plutôt par rapport à des problématiques comme la mode durable, par exemple, ou autre. Super. J'ai une autre question si tu as le temps d'y Oui, bien sûr, je répondre. suis disponible. Ok, super. Donc cette question, c'était parfois, en fait, on essaie de contacter. Donc j'ai quelqu'un ici qui a essayé de contacter BPI et CI pour la rédaction des statuts, l'immatriculation et les aides dans ces démarches, sauf qu'ils ne répondent pas depuis 1 mois et demi. Comment faire avancer les choses? Est-ce que ce sont les bons interlocuteurs? Ah, alors, il y avait du bruit, je pensais les travaux. Tu Oui, disais, les travaux de mon voisin. pas de problème. Tu disais, si on a du mal à avancer avec BPI, c'est ça? Oui, c'est ça, sur la rédaction des statuts, l'immatriculation, l'aide dans ces démarches. En fait, il y a un entrepreneur qui a essayé de contacter BPI et CI, mais qui n'a pas de réponse depuis 1 mois et demi. Ah, mais Est-ce que ce sont les bons interlocuteurs? Comment faire avancer les choses? ouais, alors, est-ce que l'entreprise est créée? C'est déjà un premier point. Si l'entreprise n'est pas créée, n'est pas immatriculée, n'a pas de numéro de SIRET, ça veut dire que la prise de contact BPI, elle est trop tôt. D'accord, il faut attendre d'être Ah, il immatriculé. faut attendre. En fait, il faut savoir, surtout si c'est à Paris, euh, comment on fait avancer les choses pour être immatriculé? C'est ça la Oui, question. j'ai l'impression. Ah bah l'immatriculation, vous l'avez dû la faire avec votre expert comptable, mais ça n'a rien à voir avec BPI ou la région. Une immatriculation, c'est au greffe. Donc, vous l'avez peut-être fait avec un avocat ou avec votre expert comptable, mais voyez ça avec lui. C'est vraiment autre chose, l'immatriculation. C'est une inscription au greffe pour obtenir un CABIS. Et le CABIS, c'est un élément essentiel, carte d'identité de l'entreprise, pour toute demande de financement. Je vois une question sur les projets. Effectivement, c'est la CCI qui répond pas et j'ai pas un expert comptable. Ah oui, mais ça, malheureusement, je collabore très peu avec les chambres de commerce. Je ne sais pas si vous avez un expert comptable par ailleurs, mais si vous en avez un, bon, je vous encourage d'en avoir un parce que, pour clôturer les Oui, comptes j'en ou autre. souviens. Mais souvent, dans leur package, ils proposent la création. Alors, si elle a déjà été lancée, l'immatriculation, mais là, je ne peux pas vraiment résoudre votre problème. C'est lié à votre interlocuteur chambre de commerce qui vous a accompagné, sur le service de la chambre de commerce pour la demande d'IMAT. Là, j'en ai aucune idée. Super. Voilà. Il y avait une question sur la construction. Sur la construction, moi, j'ai accompagné quelques clients, d'ailleurs, certains qui ont été à QBHEC. Il y a des choses, alors, ça dépend ce que c'est dans la construction. Il y a tout. Il y a des approches innovantes dans les process, dans la construction de bois notamment.
l'ADEME a des appels à projets dédiés construction, soit sur le traitement, valorisation des déchets, mais aussi sur la partie construction de bois, nouveaux méthodes de construction en atelier, nouveaux méthodes d'assemblage pour du R+5, R+6, R+7, etc. Il y a pas mal de choses dans la construction. Merci. J'ai quelques dernières questions. On me Vas-y. demande Lyon ou Nantes, quelle meilleure région parisienne? Qu'est-ce que tu réponds à Lyon, cette Nantes. Alors, oui. moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Non, en fait, je dirais que ça dépend de votre projet. Pour moi, il faut pas. Il y a une logique, une stratégie d'entreprise. J'ai jamais la partie. Je dois choisir une implantation entre Paris, Lyon et Nantes pour obtenir plus facilement un financement. Ça dépend vous aussi de votre projet professionnel et personnel. Est-ce que vous êtes prêt à vous déplacer en tout cas, pour bien connaître Paris Intra, si votre projet est très technique et que vous avez des fonds propres, etc., à Paris, il n'y a pas de problème. Là où c'est plus difficile, c'est qu'on est vraiment à la création, petits fonds propres. Il y a beaucoup de demandes à Paris, beaucoup de concurrence, Paris Intra. Après, hors Paris, c'est déjà un peu moins le cas. Après, à Nantes, il faut être accompagné, il faut rentrer dans les incubateurs. À Bordeaux, c'est pareil. Dans des incubateurs ou accélérateurs du territoire, Technopole ou autres. Mais après, on rentre dans une logique où il y a des poules et ça fonctionne très bien sur le financement. Il y a des aides régionales anté-création, post-création, avant la bourse French Tech aussi, par exemple à Nantes, qui fonctionnent bien. Ça, c'est la région qui finance en subvention. Par exemple, c'est 7 000 € de subvention pour 10 000 € de dépenses. Donc ça, c'est pas mal au démarrage. Super. Merci beaucoup d'avoir pris du temps en plus pour répondre à ces questions. Merci pour ta présentation et la façon dont tu as répondu à toutes les questions. Merci à vous pour vos questions et votre participation. On avait l'impression d'être plein. Donc, c'est super cool. Ça fait plaisir de voir que le sujet vous intéresse et aussi actif. On fait très souvent des événements financement. Vers la fin du mois, on va avoir un webinaire sur les 10 façons de rater votre levée de fonds. Dans un mois, on va faire un événement sur comment convaincre votre banquier de financer votre startup. On va aussi avoir des événements sur dessiner votre stratégie de financement de A à Z, ce sera en physique. Suivez-nous sur LinkedIn. Inscrivez-vous à la newsletter que je vous ai partagée en début de webinaire. Et voilà. Et en fait, comme ça, vous allez être au courant de tout ce qui sort et j'espère pouvoir vous voir à ces événements-là aussi. Mathieu, est-ce que tu as un call to action? Est-ce qu'on peut te contacter, je suppose Avec plaisir, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées là. Et puis, je crois qu'Oriane, tu feras suivre à tous les inscrits le support. Oui, bien sûr. Je vais faire Ouais. suivre aux inscrits le support. Je te mettrai en copie, Mathieu, comme ça, si les personnes veulent rentrer en contact avec toi directement, elles le pourront. Donc, bien sûr, le support qui, du coup, sera disponible non seulement pour les personnes qui étaient là, mais aussi pour les nombreuses personnes qui m'ont envoyé des messages en disant je peux vraiment pas venir, j'ai un rendez-vous, mais je veux vraiment le replay. Donc, je le posterai aussi rapidement que je le peux. Et je vous dis, et donc, Mathieu, je me permets de partager un super retour là que je viens de voir. J'ai assisté à une dizaine de présentations sur le financement et celui-ci était excellent parce qu'il était très pratico-pratique. Je ne Très suis pas bien, surprise. merci. C'est pour ça qu'on voulait faire un webinaire avec Mathieu. Donc, c'est super. Je suis ravie de voir que ça vous a plu. C'est les experts de l'incubateur HEC. Ils sont tous top. Et Mathieu également, ça fait vraiment partie de nos experts stars. Voilà. Donc, on est ravis d'avoir pu le présenter. Une fantastique fin de journée à vous tous. Prenez soin de vous. Achetez un parapluie. Ne faites pas comme moi. Et voilà, prenez soin de vous. On se voit très vite. Suivez-nous pour les prochains événements. Belle journée à tous. Merci à tous. Merci Oriane. À bientôt. Merci Mathieu.